Alors, je suis une femme avant tout, une femme bruxelloise, belge, musulmane. Et je suis également maman de 3 enfants qui grandissent bien, avec beaucoup d'énergie. Et là, les parents savent de quoi je parle. Je suis quelqu'un de profondément déterminé. Donc, quand j'ai une idée en tête, j'ai ce côté un peu que les entrepreneurs ont. Je me mets des œillères et j'avance. J'analyse, mais j'ai tendance aussi à minimiser les risques et les efforts que ça demande. Mais je sais que je suis comme ça, donc j'en tiens compte. Je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle-même. J'ai eu la chance d'avoir énormément de formations. J'étais dans un milieu professionnel, on a beaucoup investi en moi. Et donc, j'ai pu très tôt apprendre à mieux me connaître et savoir quelles étaient mes forces et quels étaient mes points d'amélioration. Je suis quelqu'un qui a confiance en elle, mais en même temps, j'ai toujours ce syndrome de l'imposture, ces petites voix qui me disent « Qu'est-ce que tu fais là ?» Surtout que j'ai souvent tendance à me retrouver dans des environnements où il y a peu de gens comme moi. Je suis aussi quelqu'un qui pense beaucoup à ce qu'elle va laisser une fois qu'elle sera partie. Donc, c'est pas dans une peur de la mort ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt de me dire, voilà, qu'est-ce que je laisse derrière moi en termes d'action. Et ça, c'est quelque chose où, voilà, c'est très profond, où j'essaie toujours d'avoir de l'impact dans tout ce que je fais. Et mes activités professionnelles, elles sont pas là juste pour gagner de l'argent. Tout le monde a besoin de gagner de l'argent et je pense qu'il faut pas être complexé par rapport à ça. Mais surtout pour avoir de l'impact et me dire, voilà, j'aurais servi à ça dans la vie. Alors, le plus grand déclic, c'est quand j'ai été à mon expatriée. Tu vois, expatrié, c'est le mot fancy pour dire immigré, en fait. Voilà. Et donc, j'ai été à un moment donné en tant qu'expat à Budapest, en Hongrie. Je devais mener un projet là-bas. J'ai vraiment compris à quel point la culture du changement, c'était essentiel. Et à quel point, finalement, le facteur d'identification à un groupe est plus important que l'identification nationale. Donc, c'est-à-dire que les Hongrois, il y a toujours eu cette culture très nationaliste. Il n'y avait pas encore Orban à l'époque, mais il y a toujours eu cette culture très nationaliste. Et j'ai vu dans des entités, voilà, il y avait des entités qui fusionnaient, que l'identité, l'appartenance à l'entreprise était plus forte que l'appartenance à la nation. Et que j'ai vu à quel point la culture du changement était tellement importante et qu'avant de venir faire un projet, dans mon cas, c'était un projet informatique et financier, en fait, il fallait travailler sur les gens. En fait, sur le comportement des gens, il fallait travailler sur le fait que les gens soient avec moi, comprennent, comme on dit, what's in it for me, qu'est-ce que j'ai à gagner. Et donc, moi, le premier mois là-bas, j'étais vraiment comme un taureau, j'ai mon projet, je déroulais. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait personne qui me suivait, j'avançais toute seule. Comme disait mon manager à l'époque, t'es montée dans le TGV, mais les gens, ils sont encore OK. Et j'avais pas pris le temps de travailler avec les gens. Et c'est là que j'ai vu le pouvoir, et ça, c'est partout, que ce soit en entreprise, dans le secteur associatif, dans la société de manière générale. Si on n'a pas les gens avec nous, en fait, ça sert à rien de venir avec des super projets. Et ça a été vraiment un déclic de me dire c'est important de travailler là-dessus. Et ça m'a appris aussi l'importance de la patience. Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai développé un modèle de management, j'ai mis la patience au centre, parce que je suis pas quelqu'un de naturellement patient, mais j'ai vu à quel point c'était important d'être patiente, parce que du coup, comme on dit le proverbe africain, seul tu vas vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'était vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai dû travailler sur moi pour être patiente, pour demander aux gens ce qu'ils en pensaient, de prendre le temps de sonder. Pour ensuite, j'ai réussi à finir le projet, mais au début, j'avais énormément de retard à cause de ça, à cause du fait que j'étais assez fonceuse et que je ne voyais pas l'importance d'avoir tout le monde avec moi. Je ne voyais pas que je ne les avais pas, quoi. Donc, je suis retournée au travail après mon deuxième congé maternité. J'avais eu ma deuxième fille. J'étais complètement déconnectée de mon environnement. Donc, j'étais avec mes collègues, j'étais dans des réunions et je n'avais rien à faire de tout ce qu'ils racontaient. En fait, c'était choquant parce que j'avais toujours été super motivée au travail, super enthousiaste. Et on me disait, tiens, t'as pas d'idée? J'étais tout le temps là, ah, j'ai une idée. Et en fait, j'avançais, je traînais, je faisais le strict minimum. Et je me rendais compte que je n'avais plus du tout d'intérêt pour mon travail. J'étais déconnectée. Et en parallèle, donc comme j'avais des activités sociales à côté en tant que bénévole, quand j'avais quelque chose à faire pour mon association, alors que j'étais même pas payée pour, en fait, je fonçais, j'allais directement, enfin, je réalisais assez vite les activités et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais plus du tout drivée par mon métier, que j'avais besoin de faire un changement. C'est là que j'ai décidé de quitter pour être justement en cohérence. Aussi, ce qui m'a aussi poussée à me lancer à ce moment-là dans l'entrepreneuriat, c'est la question des horaires. C'est que je voyais tout d'un coup ces contraintes horaires qui sont imposées dans le milieu professionnel comme un manque de liberté. J'avais besoin de retrouver ma liberté. La liberté d'aller chercher ma fille à la crèche, la liberté de pouvoir prendre du temps, certaines matinées d'aller faire mon sport, d'être beaucoup plus flexible dans ma gestion du temps. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a poussée à quitter le monde de l'entreprise en tant que salarié, en tout cas. Je me suis plantée plein de fois.
c'était pas toujours facile de reconnaître que je me plantais. Il y a toujours la question de l'ego. Et puis le fait aussi d'avoir l'impression de devoir être tout le temps reconnaissante, d'être engagée telle que je suis et du coup de devoir être parfaite. Que souvent, j'ai même pris des choses qui n'étaient pas finalement mon échec sur mes épaules en me disant il faut que tu répares ça. Et surtout comme j'ai été souvent dans des postures où je gérais des projets, gérer des projets, si toi tu es gestionnaire de projet, tu as plein de gens qui doivent faire des choses et si ces personnes-là ne le font pas, au final ça retombe sur toi. Et donc ça, c'est quelque chose aussi, j'ai dû beaucoup apprendre. Je vais donner un exemple concret. Quand je faisais des réunions, au début, je partais du principe que qui ne dit mot consent. Parce que moi, je suis comme ça, si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Et du coup, j'estimais que tout le monde était pareil. Mais en fait, non, il y a beaucoup de personnes, en fonction de leur profil de personnalité, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, ne s'expriment pas si on ne leur demande pas. Et d'autres ont besoin de temps pour avoir une opinion. Et donc, c'est-à-dire que ces personnes-là, c'est pas qu'elles sont nonchalantes, c'est juste qu'elles ont besoin de plus de temps pour avoir une proposition concrète. Et souvent, il y a énormément de valeur, d'ailleurs, à les écouter. Et donc, j'ai dû apprendre que non, c'est pas vrai, qui ne dit mot ne consent pas, et qu'il fallait que je demande l'approbation, que je demande si tout le monde est OK. Et là, je voyais énormément de valeur au fait que les gens disaient, en fait, je le sens pas, ou non, je suis pas sûre, ou moi, je vois tel risque. Et ça rendait finalement la discussion beaucoup plus riche. Donc, c'est par exemple un des apprentissages et que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, qui m'est vachement utile. En fait, les humains cherchent à mieux se connaître depuis la nuit des temps. Et c'est assez marrant parce que je vois souvent des gens qui disent oui, le développement personnel, genre c'est un fléau de notre temps moderne, ça pousse à l'individualisme. C'est parce qu'aussi déjà on ne comprend pas bien c'est quoi le développement personnel. C'est-à-dire que le développement personnel, ce n'est pas la quête de soi pour satisfaire à ses propres besoins et on n'aura rien à faire des autres. C'est pas ça du tout. C'est au contraire la quête de soi pour pouvoir mieux interagir, mieux se comporter avec les gens et améliorer en fait notre rôle dans la société. Et c'est comme ça que des grands penseurs comme Socrate ou comme des stoïciens ou comme un grand penseur, par exemple, que j'admire beaucoup, qui est El-Razali, qui va pousser, qui va même dire, par exemple, Razali, pour lui, la connaissance de soi, c'est la base pour mieux connaître Dieu. Et d'ailleurs, ça a donné l'adage qui est souvent répété, connais-toi toi-même et tu connaîtras ton Seigneur. Et donc, ce n'est pas du tout une question d'individualisme. Ça, c'est mal comprendre la question du développement personnel. C'est vraiment, depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à mieux se connaître. L'être humain, il faut quand même rappeler que c'est un être social qui cherche, qui est toujours dans la recherche. On va chercher, en effet, ce qu'il y a en dehors de la Terre. On va chercher, aujourd'hui, on est cherchant beaucoup ce qu'il y a, par exemple, dans les océans. Et donc, l'être humain est curieux de nature. Et on a toujours cherché à mieux se connaître. Aujourd'hui, on a tellement de modèles que du coup, c'est génial parce qu'on peut puiser là où on peut s'y retrouver. On ne va pas se retrouver dans toutes les questions, dans tous les raisonnements. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est cette richesse justement d'apports philosophiques dans lesquels on peut aller puiser et puis chercher des modèles très simples à mettre en place pour pouvoir s'améliorer et améliorer nos interactions dans nos différents environnements, que ce soit personnel, professionnel ou autre. Et c'est vrai que j'ai souvent des participants de formation qui me disent « Tiens, tu m'as donné cette technique, je l'ai utilisée avec mon mari et ça marche bien. » Et c'est génial, parce que c'est vrai, c'est souvent du bon sens, en fait. Aujourd'hui, on a encore plus besoin de mieux se connaître parce qu'on est dans l'ère de la performance, il faut aller vite. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'insiste autant sur la patience, parce qu'on croit souvent que la patience va ralentir la performance, alors qu'au contraire, la patience permet de la créativité, permet de tenir compte d'énormément d'éléments, d'avoir plus de richesse et d'être au final plus productif. Mais donc dans cette quête de la productivité constante et de l'augmentation constante de notre travail, de nos activités, on a beaucoup plus de stress. Et qui dit plus de stress, dit une fait qu'on ait des gestions aussi des émotions qui sont beaucoup plus difficiles. Ça amène aussi des problèmes de santé. Et donc, c'est pour ça que c'est encore plus important aujourd'hui de mieux se connaître et de mieux connaître ses limites. Parce que quand on se connaît, on apprend à connaître, par exemple, ses priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi? On analyse aussi où est-ce que je mets le plus de mon énergie. Et par exemple, un exercice que je donne, c'est d'analyser en fait, notre temps. Où est-ce qu'on met notre temps? Qu'est-ce qui nous prend le plus d'énergie? Donc, qu'est-ce que quand je fais une activité, je suis épuisée après? Et qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? C'est-à-dire que quand je fais une activité, en fait, je suis encore beaucoup plus heureuse. Et puis, d'analyser aussi par rapport à nos priorités, de se dire mes priorités, c'est ça, mes valeurs, c'est ça. Est-ce que finalement, je suis en train de vivre en accord avec mes valeurs? Ou bien est-ce que je suis en train de subir ma vie et de suivre les urgences des autres. Et c'est pour ça que c'est vraiment important pour mieux aussi gérer son stress, pour mieux gérer son temps, de mieux se connaître soi-même et de mieux connaître nos propres valeurs.
Alors, je remarque souvent le fait les femmes s'effacent très facilement. C'est-à-dire qu'on ne leur demande même pas ça, forcément. Alors évidemment, quelquefois, on est dans des environnements toxiques où on pousse la femme à s'effacer, mais souvent, elle va s'effacer, effacer ses propres besoins, alors que finalement, ça aurait été audible, c'est-à-dire qu'elle aurait pu s'exprimer. Et donc, c'est cette autocensure de se dire, oui, mais je ne peux pas, alors je me tais. Et ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup. Par exemple, j'ai une femme qui j'ai formée, Sarah, qui, elle se rendait compte qu'en fait, elle n'osait pas demander certaines choses à sa boss, alors qu'en fait, quand elle a osé les exprimer, c'était OK. Et c'est là aussi, mais c'est dommage d'être dans cette autocensure, parce qu'en fait, tu aurais pu l'avoir. Ensuite, ce que je remarque aussi, c'est le fait que les femmes ont beaucoup plus de mal à poser leurs limites. À savoir dire non, à travailler ce qu'on appelle l'assertivité. Donc dire non sans se justifier, c'est-à-dire non, je ne suis pas disponible, non, je ne peux pas prendre cette activité-là en plus, non, aujourd'hui, je ne peux pas aller visiter ma famille parce que ça ne va pas et j'irai demain. Et donc être vraiment plus dans cette assertivité de pouvoir dire non, parce que le problème qu'il y a, c'est que quand on ne dit pas non, qu'est-ce qui se passe? On dit oui, on se sacrifie, et à un moment donné, on pète un câble. Et là, tout d'un coup, on devient la femme hystérique qui s'énerve alors que finalement, on t'a juste demandé une petite chose. Mais ce n'est pas cette petite chose, c'est-à-dire que c'est une accumulation. Et donc, c'est là où c'est vraiment malsain de pas oser dire non. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire non à tout, attention. C'est juste quand ce n'est pas possible, quand c'est vraiment pas possible et qu'on a envie de faire quelque chose, qu'on nous demande, on sait quelles sont nos limites et que là, on ne peut pas aller plus loin parce que ça serait nocif à nos propres priorités ou notre santé ou autre. Ce que je remarque aussi, c'est qu'elles vont avoir aussi plus de mal à prendre la parole en public. Et c'est dingue parce que souvent, quand elles prennent la parole, en fait, ça se passe super bien. Alors évidemment, il y a des techniques, mais on ne demande pas à tout le monde d'être une oratrice chaque fois qu'elle va poser une question en réunion ou poser une question dans une conférence. C'est-à-dire que tu as quelque chose à dire, dis-le. Et arrête de te bloquer en te disant oui, mais ce que je vais dire, ça va pas être intéressant, on va dire que c'est une question bête, etc. Alors qu'en fait, non, tu as quelque chose à dire, assume-le et va jusqu'au bout. Et puis au final, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais tu bégayes, si tu te trompes, c'est pas grave. Il faut au contraire expérimenter parce que tant qu'on reste dans cette posture, qu'on n'ose pas prendre la parole en public, au final, on va jamais être capable de pouvoir prendre la parole en public. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Il faut y aller pour pouvoir apprendre. C'est difficile de dire non, c'est parce qu'on a été essentiellement éduqué dans une culture du sacrifice où la femme doit baisser la tête, dire oui et se sacrifier continuellement pour les autres. C'est-à-dire que je vois beaucoup des espèces de patterns aussi familiaux, mais également professionnels, où on se dit c'est pas grave si finalement la femme elle fait des heures sup. C'est pas grave si elle est débordée, on va lui rajouter quelque chose, de toute façon elle va pas oser dire non. Et donc on pousse la femme dans des retranchements et aussi on glorifie souvent l'homme quand il fait quelque chose. J'entends souvent ah waouh, t'as vu quel père génial, il va chercher ses enfants. Oui, mais la femme elle va les chercher tous les jours, il va les chercher lui un jour sur la semaine et tout d'un coup l'homme on va le glorifier et la femme c'est normal parce que la femme c'est pas grave si elle galère. On le voit aussi par exemple avec l'accouchement, c'est quand même une souffrance énorme. Et donc, par exemple, quand une femme accouche, on va pas forcément voir la souffrance et le sacrifice aussi de son corps lorsqu'elle a mis au monde un bébé. Et, typiquement, quand on va à l'hôpital, on demande à la femme comment elle va, on est focus sur le bébé. Et puis, j'ai déjà vu même des situations où le mari dit « Oh, c'était dur hein ». Et ok, c'était dur, oui, c'est vrai, il a le droit de dire que c'était dur, mais c'est minimiser la souffrance de la femme en se disant que finalement c'est normal, qu'elle galère autant, c'est normal. Et donc il y a vraiment cette logique culturelle du sacrifice de la femme qui est une norme. La femme doit être patiente, elle doit supporter. À partir du moment où on nous a inculqué ça, c'est très difficile de sortir de ces schémas pour pouvoir dire non, alors que c'est super serein. C'est-à-dire que c'est des relations sereines de pouvoir dire non et puis d'avancer et de faire autre chose. Il n'y a pas de souci. Et je le vois dans des femmes qui ont suivi des formations, qui sont devenues plus assertives. En fait, elles me disent, mais j'ai dit non, mais en fait, ça a été... Par exemple, j'ai Anissa, elle m'a raconté ça, elle m'a dit, mais en fait, j'étais là avec mon boss, ils m'ont demandé de revenir, et moi, je ne pouvais pas revenir, donc en fait, j'ai dit non, et ils m'ont dit OK. Alors qu'avant, je serais revenue et je me serais mise en danger, je me serais mise en péril, et en fait, ça passe. Et c'est ça qui est juste magnifique, c'est qu'en fait, ça passe. Donc, c'est de nouveau un sacrifice inutile.